Bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Alors là, on va à la conférence de Catherine Dumonteil-Kremer, qui s'occupe de parentalité depuis de nombreuses années et qui nous parle ce soir de l'adolescence. Aïe aïe aïe, l'adolescence. Bonne vidéo. Alors on va parler d'adolescence. Oui. Alors comment ça se passe l'adolescence? Est-ce qu'il y a un âge auquel on rentre dans l'adolescence, un âge quand on en sort? Est-ce qu'on a des premiers signes? Est-ce que ça arrive du jour au lendemain? Notre enfant du jour au lendemain, ça y est, il est ado? Enfin voilà, comment ça se passe? Eh bien, écoute, souvent les parents, ce qu'ils pensent, c'est que lorsque leur enfant commence à claquer des portes, ça y est, c'est le moment de l'adolescence. Donc tu vois, quelquefois ça peut se situer à 8 ans, mais quand un enfant claque des portes à 8 ans, il n'est pas du tout adolescent. Il est plutôt, je dirais, en résistance contre le système en place dans sa famille. En revanche, on pourrait parler d'adolescence autour de 13 ans. Tu vois, étant donné que c'est une construction purement psycholittéraire, l'adolescence, d'après Michel Fize en tout cas, qui est un scientifique au CNRS qui a écrit énormément de livres sur ce sujet, c'est une période qui n'existe pas vraiment, que nous les occidentaux, nous avons purement construit. Alors là, on commence à avoir des problèmes d'ado autour de 13 ans, on va dire ça comme ça. Jusqu'à quel âge? Je n'en sais rien. Dolto, elle disait jusqu'à l'ossification de la clavicule à 25 ans, mais bon, voilà. Après, je trouve que ça arrive quand même un peu tard. D'accord. Quand ma fille est née, j'étais assez désemparée, j'avais pas le mode d'emploi, comme on dit, je savais pas comment faire. Et là maintenant, elle a 9 ans et demi. Oui. Donc je me dis, est-ce que ça va être pareil quand elle va être ado? Est-ce que je vais me sentir aussi perdue que quand elle est née ou, Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi je pense que quand on commence à avoir une éducation bienveillante, être à l'écoute de ses enfants, j'espère en tout cas que le lien va continuer, que je vais être en confiance avec elle, que ça va pouvoir poursuivre. Mais en même temps, voilà, j'essaye de préparer au mieux cette entrée dans l'adolescence. Oui. Et donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des clés pour préparer l'adolescence avec les enfants, et comment faire pour s'y préparer un peu? Oui, alors pour s'y préparer, c'est un petit peu ce que tu disais par rapport à ta fille, tu l'accompagnes avec bienveillance depuis longtemps, depuis assez longtemps, et du coup c'est vrai que ça va être, je dirais, l'adolescence une sorte de suite logique, mais ce qui risque de te surprendre, c'est qu'elle va devenir une jeune femme, et ça c'est toujours surprenant parce que tu vois, ça va plus être ta petite fille, tu vois, elle va devenir une jeune femme avec ses propres goûts, avec ses propres valeurs, avec ses propres jugements sur les choses et ses passions, etc. Et elle va se manifester de façon très différente de toi. Ça, je pense que ça peut surprendre, mais en même temps, c'est une richesse. Je crois que quand on est parent, il faut s'ouvrir à ça, parce que c'est vraiment quelque chose de riche et de très étonnant de voir nos enfants devenir comme ça, adolescents et adultes. Mais s'y préparer, je crois que c'est un petit peu comme quand on a des enfants, tu sais, je ne sais pas si on peut s'y préparer. Mais en tous les cas, notre éducation, notre accompagnement ne va pas forcément fondamentalement changer. Tu vois, dans ton cas, tu dis, je l'ai accompagné avec bienveillance. Moi, ça m'est arrivé avec mes filles aussi. Je n'ai pas vu de crise. J'ai vu que nous étions en conflit, comme nous l'avons toujours été de temps en temps. On avait des conflits et on a continué à en avoir à l'adolescence sur des sujets divers. Mais la base de mon parentage, ça a toujours été l'écoute, l'acceptation, la confiance. Tu vois, ça n'a pas changé à l'adolescence. Tu dis souvent que le travail du parent d'un adolescent, c'est de maintenir le lien et la relation. Absolument. Donc comment est-ce qu'on peut maintenir le lien? L'art de la disponibilité, tu parles par exemple, est-ce que tu peux nous en dire un peu? Alors, je pense vraiment qu'à l'adolescence, le seul bras de levier qu'on ait pour accompagner son enfant, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une relation excellente avec lui. Et c'est plus difficile que lorsqu'ils étaient petits, parce que quand ils étaient petits, ils nous sollicitaient sans cesse, alors que quand ils sont ados, ils nous sollicitent une fois, et puis une autre fois 15 jours après. Donc ça veut dire qu'il va falloir être prêt à dire oui. Ça, c'est une idée pour les parents, une invitation, une suggestion. Leur dire oui par défaut. Tu peux m'emmener à telle soirée? Oui, oui, je t'emmène. Pourquoi? Parce que dans le taxi, parce que je peux râler, parce que je fais le taxi quand je suis parent d'ado, mais en attendant, dans l'habitacle de la voiture, il se passe 1000 choses. Mon enfant va se confier à moi, on va discuter, on va rire, on va chanter, on va danser, il va se passer plein de choses, tu vois. Moi, je sais qu'avec ma dernière fille, j'ai eu l'impression
qu'elle était devenue adulte quand elle a eu son permis. Parce que curieusement, avant qu'elle ait son permis, j'avais toujours cette espèce de lien où elle avait besoin de moi pour aller à droite, à gauche, au milieu. Et puis le jour où elle a eu son permis, j'étais super ravie, sauf que tout à coup, je me suis rendu compte que tous ces moments avaient disparu. Tu vois. Donc quand on est parent d'ado, il faut exploiter le temps au maximum, quoi. Stratégiquement exploiter le temps. Chaque minute est importante, je crois. Chaque minute qu'on passe avec son enfant, c'est important de réfléchir à ce qu'on met dedans. Et puis aussi, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on peut se demander, est-ce que je vais lui dire quelque chose qui l'encourage, qui va le nourrir, ou est-ce que je vais au contraire dire quelque chose qui va le blesser, le décourager, et tu vois, et peut-être l'humilier, je n'en sais rien. Et les limites donc pour les ados. Et bien, c'est un peu contradictoire. Côté limite, si tu veux, c'est très lié au sujet d'avoir une relation excellente avec son enfant, parce que quand tu as une relation excellente avec ton enfant, il n'y a pas de problème de limite. Il va te faire confiance, se faire confiance, et c'est ce qu'on veut finalement. L'éducation, le but de l'éducation, c'est ça, c'est que l'enfant arrive à se connecter à lui-même pour savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses limites, etc. Et puis il arrive à se connecter aux autres pour savoir quels sont leurs ressentis face à telle et telle situation, tu vois. Donc ça, c'est ce système-là que nous accompagnons, et c'est comme ça que l'enfant ne pose pas de problème et qu'il n'y a pas de limite à poser, mais plutôt de la discussion à mettre en place, tu vois. Oui. Et donc les problématiques des adolescents, enfin surtout des parents qui ont des parents d'adolescents, la sexualité par exemple, comment l'aborder avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que parents La sexualité, alors la sexualité c'est quand même un problème intime de l'adolescent qui appartient à l'adolescent. Et quelquefois, on a été bien inspiré d'en parler quand l'enfant avait 4 ans ou 5 ans, tu vois, à l'âge où ils n'avaient pas d'inhibition. Parce qu'à l'adolescence, quelquefois, quand on veut leur parler de sexualité, c'est quand même difficile. Disons que c'est pas trop tard, mais il faut trouver là encore un petit peu des stratégies, acheter des livres, les laisser traîner un petit peu, tu vois, essayer de trouver des choses qui puissent les informer, et puis leur dire qu'il y a des préservatifs dans la pharmacie. Parce que leur éviter d'aller à la pharmacie pour demander des préservatifs, tu vois, c'est quand même quelque chose de compliqué pour eux. Et petit à petit, laisser venir ce qui vient, tu vois. Essayer de... moi, je sais que mes enfants ont participé à des groupes de femmes, mes filles ont participé à des groupes de femmes sur le thème de la sexualité, et ça les a énormément enrichis. Et je sais qu'en France, aujourd'hui, il y a un fort développement de groupes de femmes, dans lesquels on peut accueillir des adolescentes. Et je trouve que c'est toujours bien pour elles, en tout cas. Il se passe des choses pour les filles, mais pour les garçons. Les garçons, c'est plus difficile. Il y a beaucoup moins de choses qui se passent parce qu'il y a moins de groupes d'hommes. C'est un petit peu compliqué le fait qu'il y ait si peu de groupes d'hommes. Mais il y a aussi des groupes d'hommes en France, même s'il y en a moins. Et peut-être qu'il pourrait se poser la question d'accueillir les adolescents aussi. Tu vois ? Et les écrans, c'est aussi un sujet quand on a un adolescent qui passe, je sais pas, il passe beaucoup d'heures sur Internet, sur les jeux vidéo. Oui. Et comment limiter, essayer de faire en sorte que ce soit positif. Le problème des écrans, ça dépend de quoi on parle. Si tu veux, les écrans, c'est trop vaste. Il y a la télé, il y a Internet, il y a les jeux vidéo. Bon, ce que font les enfants, ce que font les filles, le plus souvent, c'est de communiquer avec Internet. Donc, tu vois, elles chattent avec leurs amis, elles partagent des trucs, elles font des blogs, etc. Les garçons, eux, sont plus jeux vidéo. Il y a quand même quelque chose avec le jeu vidéo, ça semble être beaucoup plus masculin que féminin. Et les garçons, ils passent beaucoup de temps. Mais le monde du jeu vidéo, c'est une culture à part entière qui leur enseigne énormément de choses très très intéressantes et importantes. Et moi, j'ai souvent fait le lien entre un fort usage de jeux vidéo et la précocité. C'est vrai que quelquefois, je trouve que les jeux vidéo sont extrêmement complexes avec de nombreuses règles, des univers incroyables. Et je comprends qu'on s'intéresse à cette forme de jeu. Les parents sont très effrayés, ils voudraient les limiter, mais la plupart des jeunes sont scolarisés. Quand les parents disent que leur enfant passe toute la journée devant les jeux vidéo, c'est de toute façon pas forcément vrai. C'est émotionnel, si tu veux. La journée, ils sont à l'école, et le soir, ils ont besoin de se détendre, et ils vont être devant leurs jeux vidéo. Une chose qu'on peut faire pour essayer d'aider son enfant à en sortir, c'est soit lui proposer quelque chose d'intéressant à faire avec nous, vraiment quelque chose qui l'intéresse lui,
Se mettre avec lui, jouer avec lui à ses jeux vidéo aussi, apprendre ce que c'est, apprendre ce qu'est cette culture des jeux vidéo, rentrer dans son univers pour apprendre à le connaître. Voilà les choses qu'on peut faire pour aider un enfant avec des jeux vidéo. Ok. Et si mon enfant, enfin ça peut arriver, fume, se drogue... Ah oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut tout à fait arriver. Comment faire par rapport à tabac, cannabis, alcool, il y a quand même des études qui montrent que 95% des jeunes en usent, et du coup en font un usage assez festif, tu vois, plutôt en soirée, ils vont faire des tests avec l'alcool, avec le cannabis, le tabac, etc. Je pense que notre rôle là-dedans, c'est de les informer, de les prévenir des dangers éventuels de l'alcool, du cannabis et du tabac. Ensuite, c'est à eux de voir ce qu'ils font avec ça. Je pense quand même que lorsqu'on a un enfant qui est en souffrance, il est possible qu'il développe une addiction pour un de ces produits. Et là, je crois que l'intervention d'un tiers s'avérera nécessaire pour faire le point sur la situation et l'accompagner vers une libération de cette addiction. Ça, je crois que les parents ont besoin de développer une vigilance là-dessus. Il faut absolument faire la différence entre ce qui est un usage festif et ce qui est une addiction. Est-ce qu'il y a une addiction liée à une souffrance? Absolument. Ok. Et la prévention, selon toi, elle peut avoir lieu avant l'adolescence? La prévention par rapport à l'alcool, l'information. Oui, dès que l'occasion se présente. Je pense que notre façon de vivre, enfin je ne sais pas toi comment tu vis, moi personnellement je ne consomme pas d'alcool du tout. Donc pour moi ça a été assez cohérent finalement de dire bon moi l'alcool de toute façon mes filles savaient que c'était pas du tout ni mon truc ni voilà, on buvait pas à la maison. Mais quelquefois, je trouve qu'en France, on boit beaucoup, on est quand même des consommateurs d'alcool très réguliers, donc c'est très difficile après de dire aux adolescents ne buvez pas, mais nous, on peut boire en fait. Donc peut-être qu'on a aussi à réfléchir sur notre consommation d'alcool, sur le fait qu'on fume ou qu'on ne fume pas, ou que, bon, voilà, je crois qu'on fait ce qu'on peut avec nos enfants, mais après, exiger d'eux ce que nous ne pratiquons pas nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Oui. Dans certaines sociétés, oui, il y a des rites de passage, oui, des fêtes qui sont présentées pour les demoiselles qui commencent à avoir leurs règles, oui, pour les garçons qui partent en excursion avec d'autres hommes de la famille. En France, c'est un peu abandonné, délaissé. Je pense que ça a pourtant une utilité. Voilà, oui, ça a une utilité, les rituels. Comment on pourrait faire de manière assez simple? Ouais. Est-ce qu'il y aurait des idées? Oui, je pense que les rituels, c'est quelque chose d'assez bon. En fait, en France, on n'en a jamais eu d'autres que les rituels religieux qu'on connaît, tu sais, première communion, communion solennelle, etc. etc. Dans les sociétés traditionnelles, c'était plutôt des rituels qui étaient quand même assez violents, je pense. Il y avait une certaine violence dans les rituels. Aux États-Unis, ils sont en train de renaître des traditions autour des premières règles des filles, où on va leur proposer par exemple ce qu'ils appellent aux États-Unis une red party, une fête rouge, où on va mettre tout un tas des aliments rouges, des vêtements rouges, enfin, etc. Mais surtout, l'idée, c'est que la jeune fille invite une amie, sa mère peut-être, plus une autre femme adulte, pour faire une sorte de rituel féminin. Elles vont discuter ensemble de ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme, qu'est-ce que c'est que le cycle féminin, peut-être qu'elles vont faire des petits cadeaux à la jeune fille, des petits cadeaux symboliques en forme de lune, enfin des petites choses comme ça. Parler de leur expérience. Oui, parler de leur expérience personnelle de l'adolescence. Je trouve que c'est une bonne chose parce que les filles se sentent à ce moment-là accueillies dans le monde des adultes, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas accueillis dans le monde des adultes, ils sont même assez dévalorisés et assez moqués, raillés, je dirais, par les adultes. Là, ça leur donne l'idée qu'ils sont bienvenus et que, voilà, il y a un passage. Ils sont en train de passer de l'enfance à l'âge adulte, finalement. Cette période d'adolescence, c'est un petit peu ça. Mais quelquefois, les enfants ne sont pas prêts à faire des rituels. Par exemple, tu vois, une jeune fille qui a ses règles à 9 ans, elle n'est pas prête à faire un rituel, et même à 10 ans, et peut-être même à 11 ans.
je crois qu'en tant que parent, c'est très important de s'adapter aux désirs de l'enfant et puis aussi au fait que peut-être que cette jeune fille a eu ses règles à 12 ans, mais qu'à 14 ans, elle voudra faire une fête. D'accord. Donc on n'est pas obligé de le À 12 faire ans. pour les règles, on peut le faire plus tard. On peut le faire plus tard. On peut faire une fête de puberté, même après que la puberté, après que les règles soient arrivées, tu vois, 2 ans après. On peut aussi faire une fête déplacée, une sorte de demander aux femmes que connaît la jeune fille ou à ses amis d'envoyer une perle pour faire un petit collier de perles qui symbolisera ce passage pour elle. On peut faire pas mal de choses. Et pour les garçons, un petit peu pareil. Ils peuvent partir en randonnée avec leur papa, avec d'autres hommes, discuter ensemble de ce que ça signifie d'être un homme. Enfin, tu vois, voilà, tout ça. Il y a aussi des bijoux pour les garçons, qui existent, des sortes de pierres, notamment des lingams indiens, qui symbolisent le sexe masculin, pas le sexe féminin. Pourquoi pas? Je pense que tout ce qui fait que l'ado se sente bienvenu dans notre société est plutôt bon à prendre. Oui, plutôt bienvenu. Voilà. Dans ton livre, donc l'adolescence autrement, tu parles du syndrome de l'hôtellerie. Qu'est-ce que c'est? Syndrome de l'hôtellerie que j'ai moi-même personnellement connu en tant qu'adolescente. Ma mère me disait c'est pas un hôtel ici. Et c'est vrai que je l'entends beaucoup ce message-là, c'est pas un hôtel ici. Mais si, il y a une période de la vie où l'enfant vient pour dormir et manger. Et puis c'est tout, mais ça passe. Je crois que c'est comme quand tu sais, quand nos enfants sont tout petits, ils font des choses par période. Les adolescents, c'est pareil. Il y a un moment où ils ont très envie de vivre en bande, d'être avec leurs copines ou leurs copains, et ils passent peu de temps à la maison. Ce sont des périodes. Je crois qu'à un moment donné aussi, peut-être qu'il faut s'ouvrir à leurs amis, qu'ils puissent recevoir leurs amis chez nous et qu'on les accepte, qu'on fasse des liens avec eux. Je pense que les adolescents demandent beaucoup ça, que leurs parents s'intéressent à leurs amis. Et comme ça, on a un peu moins l'impression d'être en hôtel finalement. Rentrer dans leur monde aussi. Voilà, ça nous permet toujours d'entrer dans leur univers et puis de créer des liens avec eux. Toujours pareil, donc rendre le lien, garder le lien, oui, tant que possible avec notre enfant. Voilà, tout à fait. Comme tu disais, le temps passe et chaque jour qui passe ne reviendra plus. D'accord. Est-ce que tu aurais autre chose à dire? Alors, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que cette période de la vie, c'est une période pendant laquelle l'enfant se prépare à prendre soin de lui-même alors qu'on prenait soin de lui jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est assez fondamental. Et puis, petit à petit, il s'en va, il montre des signes, des signaux. Il s'en va, peut-être qu'il va passer 8 jours avec des copains en vacances, peut-être qu'il ne va pas vouloir partir en vacances avec nous et que ce sera l'occasion pour lui de gérer ses repas, etc., chez nous. Tous ces signes, tous ces signaux nous montrent qu'il s'en va petit à petit et à un moment donné, il va s'envoler. Et on aura une grosse transition à affronter à ce moment-là, c'est une sorte de deuil qui passe très très vite, cela dit. Mais quand même, c'est une période de la vie une étape qui est assez fondatrice pour la majorité des parents. Donc pour nous en tant que parents, se préparer aussi à ce deuil. Absolument. Il y a une nouvelle vie, une transformation, parce que c'est la transformation de l'enfant adolescent, mais aussi du coup notre transformation. Tout à fait. D'abord en accompagnant notre enfant qui va partir et voler de ses propres ailes, et ensuite nous continuer notre vie sans eux ou avec complètement différent. Oui, absolument. C'est vrai que c'est intéressant de le savoir et de s'y préparer. Et c'est plus le moment de rester avec son enfant tout le temps et de vouloir jouer le parent contrôlant. Au contraire, c'est le moment de vivre sa vie, de réaliser ses projets, de partir avec des amis en voyage, de faire 1000 choses. Voilà, ça y est, c'est un moment, un redémarrage, une deuxième vie, je dirais. Voilà, une nouvelle vie. C'est ça. D'accord. Merci Alexandra.